monsieur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous serons nombreux à nous regarder tous les matins. C'est la matinale d'information qui démarre sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal 2 Info. Avec au sommaire ce matin, le Mexique avec cet accueil triomphal qui a été réservé au pape François. Le pape François qui a saisi l'opportunité de sa visite pour monter les bretelles aux évêques qui ne font pas assez pour freiner ce commerce illicite de la drogue. Nous parlerons aussi ce matin d'Haïti avec le président Joslerme Privé qui a été donc élu par les deux chambres du Parlement pour remplacer Michel Martelly en attendant bien évidemment que le second tour de la présidentielle puisse être organisé. Un second tour de la présidentielle qui est également organisé en Centrafrique hier avec bien évidemment un très faible taux de participation de la part des 2 millions d'électeurs attendus à ce scrutin qui permettra de déterminer, de choisir autant pour moi, le futur président de la République centrafricaine. Il faudrait bien choisir entre Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, les deux candidats arrivés au premier tour de cette présidentielle le 30 décembre 2015. Nous parlons aussi de cette réaction de Jean-Michel Nietzsche du Social-Démocratique Front, réaction au discours prononcé par le président de la République Paul Biya à la jeunesse le 10 février dernier. Et comme tous les matins, nos spécialistes, nos invités pour échanger avec nous, commenter, analyser cette actualité. Serge Blondier, bonjour. Bonjour Louis Roger Nodier, madame, monsieur, infiniment merci d'être en ce début de semaine sur Canal 2 Info. Lille Piedou, bonjour. Bonjour Louis Roger et des prolongations, bonne fête de la Saint-Valentin et bonjour aux fidèles téléspectateurs de la matinale de l'information. Vous parlez de Saint-Valentin, vous étiez à votre Valentin? Toujours. Ah, toujours. Toujours. Ça a été un très grand moment de partage. D'amour, d'amitié. D'amitié. D'accord. Vous avez dit encore renouveler le je t'aime. L'engagement, tous les jours, je t'aime. Moi non plus. Je suis toujours à côté, dans les pires et dans les beaux moments. Donc, alors, parlons à présent maintenant de cette sortie de Jean-Michel Nietzsche du Social-Démocratique Front, en réaction, bien évidemment, au discours du président de la République à l'endroit de la jeunesse le 10 février. Qu'est-ce que Jean-Michel Nietzsche a encore dit cette fois-ci? Alors, Louis Roger, il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que le président de la République sort pour un discours à la nation ou alors à la jeunesse, comme c'était le cas le 10 février, c'est pratiquement la scène politique qui réagit. Vous savez, depuis hier, depuis le 10 sur les plateaux de télévision, il y a des débats autour des sujets évoqués par le chef de l'État. Et depuis le 13 février, vous avez cette sortie de l'honorable Nietzsche du Social Democratic Front. Lui, il pense que Biya a toujours parlé aux jeunes pour ne rien dire. Il n'y avait pratiquement rien de nouveau en dehors des promesses démagogiques et surtout du réchauffé. Et selon Nietzsche, en 88, il évoquait déjà une génération branchée et câblée. Il pense que le président Biya a sorti du tiroir le discours de 1988 en changeant tout simplement les mots câblés et branchés pour remplacer par Android. Vous vous souvenez de la génération Android pour qualifier la jeunesse du pays. Et c'est une insulte, selon Nietzsche, à l'endroit de ses compatriotes qui souffrent. Et ce sont donc des automates à visage humain. Et s'agissant de l'économie numérique dont a parlé le chef de l'État, l'honorable Nietzsche dit qu'on ne saurait faire de ce domaine un vecteur de développement dans un pays où le taux de pénétration d'Internet est quasi nul en zone rurale et moins de 5% en zone urbaine du fait du nombre résiduel de mètres linéaires de fibres optiques installées au minimum à 25 000 km requis pour une avancée véritablement perceptible. Et pour ce qui est de l'agriculture, il s'adresse à ces défunts aïeux cultivateurs qui ont excellé dans l'agriculture de subsistance. Ce sont les propos de Nietzsche. Il est dénigrant de demander aux jeunes, pour ce qui est de cette génération du 21e siècle, de retourner à la terre quand on sait
qu'il y a des jeunes aujourd'hui avec de nombreux diplômes. Et puis, il précise également, lui Roger, que le président doit cesser d'infantiliser la représentation nationale qui vient d'adopter il y a à peine 2 mois le budget de l'État pour le compte de l'exercice 2016 en annonçant le déblocage de 102 milliards de francs CFA au titre du plan triennal de la jeunesse en modalité de financement. Voilà un tout petit peu résumé donc la sortie de l'honorable Nietzsche du Social Democratic Front. Alors Serge Bondier, une réaction qui invite également à une autre réaction. Comment avez-vous trouvé cette sortie de Jean-Michel Nietzsche? En tout cas, écoutez, l'opposition est dans son rôle. Jean-Michel Nietzsche est dans son rôle. Question de critiquer un peu l'action du gouvernement. Mais au-delà de l'action du gouvernement, c'est de critiquer celle du président de la République. Mais le tout n'est pas la critique, mais la réponse à ces différentes préoccupations qui sont ainsi apportées par le chef de l'État. Des préoccupations qui sont soulevées au sein du Social Democratic Front comme étant un peu une sorte de récidive. En 88, il avait parlé de brancher. En 2016, il nous parle des jeunes Android, entre autres. Maintenant, en essayant de faire valoir ce qu'on appelle l'économie numérique, il y a quand même des préalables. Il faut que notre pays s'arrime véritablement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On ne peut pas accepter encore aujourd'hui qu'on nous parle d'une nouvelle donne qui a trait à la 4G systématiquement et que sur l'ensemble du territoire national, on ait du mal à pouvoir communiquer les problèmes de réseau qui se posent avec acuité, mais comment prospérer au niveau du e-commerce avec des indicateurs tels que cela. Donc l'honorable Jean-Michel Nietzsche est dans son rôle, mais dans ces conditions, que propose le Social Democratic Front pour accompagner effectivement le e-commerce, entre autres à travers des formations. Et on se souvient mais évidemment que le président de la République était dans cette optique depuis bien longtemps dans notre pays. Il a commencé à promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication en indiquant clairement que l'informatique était déjà disponible pour tous. Il est allé dans un lycée de Yaoundé, le cas par exemple du lycée bilingue des Sources à l'époque où il a participé, il a remis des ordinateurs là-bas pour que ce soit effectif dans l'ensemble des lycées et collèges, voire de la ville de Douala. Maintenant, lorsqu'on veut regarder globalement cette jeunesse, notamment cette formation qui s'acquiert au niveau des différents lycées, combien de lycées disposent d'une salle informatique au Cameroun? Et bien si cette salle est disponible, combien d'ordinateurs y en a-t-il et pour combien d'élèves? Lorsqu'on fait le ratio, il n'y en a même pas 100, un ordinateur pour 100 élèves. Et donc ça devient de plus en plus difficile. Le sujet est très important, mais seulement c'est qu'il faut des mesures d'accompagnement de manière adéquate pour que cette solution soit acceptable pour les parents et pour tout le monde. Et puis il faut rappeler également, Jean-Michel Nietzsche, qu'il y a une évolution technologique. On est parti du câble au faisceau numérique. Il faudrait également qu'ils comprennent qu'on est passé de l'analogie au numérique et que le président de la République qui parle d'Android ne colle qu'à l'actualité de l'heure. En 88, on parlait de câbles et on parlait des branchés. Alors, je voudrais également que l'on essaie de rebondir sur ce que Serge a dit. Mais qu'est-ce que le Social Democratic Front propose pour que cette jeunesse puisse véritablement se mouvoir, frayer son chemin? Ben c'est vrai que sur le terrain, on ne voit pas d'action véritable, peut-être parce que l'opposition en général fait des propositions au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de toutes les composantes que vous pouvez imaginer, mais malheureusement, ces propositions ne sont pas prises en compte par le gouvernement via le RDPC qui est le parti au pouvoir, ce qui fait qu'à un certain moment, on sent un petit découragement. Quand vous prenez le cas du MRC, vous regardez un peu les propositions faites par le MRC pour ce qui est de la modification de la Constitution, pour ce qui est des élections à 2 tours. Finalement, on se rend compte que chaque jour, l'opposition fait des propositions, mais au finish, le parti au pouvoir ne tient pas compte de cela. Cela peut justifier le fait qu'à un certain moment, ils font juste des réactions et qu'au finish, ils se limitent aux réactions et sur le terrain, on ne voit pas d'action véritable. Mais Serge Bondier, je voudrais, à la suite de l'île Piedjou, relever quand même, pour que cela ne soit pas oublié, que le SDF a quand même un gouvernement fantôme qu'on appelle le shadow cabinet, avec un ministre chargé de l'enseignement secondaire, ministre de l'économie, un ministre de la communication, etc. Alors, ce shadow cabinet, qu'a-t-il fait ce shadow cabinet pour proposer quelque chose de palpable et de valable pour la jeunesse camerounaise et pour que les jeunes camerounais puissent trouver de l'emploi et assurer, n'est-ce pas, un mieux-être appréciable?
la critique est aisée. Donc, je le rappelle encore, le social-démocratique Front est dans son rôle, mais combien de ministres de ce shadow cabinet sont connus du grand public? On connaît essentiellement le ministre du shadow cabinet en charge de la communication, dont l'adjoint maire de la commune de Douala 2e, Robert Wafo, qui est très connu sur la place nationale et même internationale. Maintenant, combien de ministres compte le shadow cabinet? Dieu seul et vous, voire le SDF, savent ceux qui sont véritablement actifs. Mais également, on sait que ce qui est important aussi pour le SDF, c'est d'abord de pouvoir taire les batailles et les querelles internes. Vous savez, ils vont participer d'abord au renouvellement des organes de base de leur parti. Forcément, ça ne sera pas différent du parti RDPC. On a vu les éclats de voix qui sont manifestés même au niveau de la célébration de cette jeunesse-là. Est-ce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui, dans son immensité, est respectée de manière véritable par les partis politiques? C'est aussi une question à laquelle il faut qu'on apporte également des éléments de réponse. On a vu des éclats de voix au niveau de l'OJRDP, c'est le cas de Douala 2e. Forcément, ce qui viendra, ça viendra forcément dans d'autres formations politiques, mais il faut d'abord encadrer cette jeunesse. La jeunesse peut être encadrée parce que le président de la République a proposé de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle, et que désormais la diplômie, entre guillemets, pour les Camerounais très avertis, n'a pas beaucoup aidé notre pays. Quand vous regardez combien de lycées d'enseignement général on a au Cameroun, combien d'enseignements techniques, quand vous faites le ratio, il est très faible. Beaucoup de lycées d'enseignement général, on a formé beaucoup de littéraires au Cameroun et moins de scientifiques. Il est donc question désormais, si les matières scientifiques font problème, qu'on aille tout droit vers la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle ne pourra passer que par une meilleure formation de la jeunesse camerounaise et la prise en compte à partir d'un programme éducatif qui est revu et qui est calqué sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les projets structurants dans lesquels notre pays, le Cameroun, est véritablement engagé depuis quelques années. Avant que Lydie Piétou prenne la parole, Jean-Michel Nitchoki estime que le taux de pénétration en matière de nouvelles technologies et d'information de la part des Camerounais est assez faible. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a une grande opération 100 000 femmes à l'horizon 2030, je ne sais pas combien, qui avait été lancée par l'IAI. Il y a eu des formations et dans ce sens. Est-ce que cela pose véritablement un problème, le fait que des jeunes ne soient pas véritablement en phase avec cette évolution technologique? Ça pose un gros problème. Lui, Roger, vous avez un téléphone Android. Je ne sais pas combien de fois en journée vous vous plaignez parce que vous n'avez pas de connexion Internet, vous n'avez pas accès au réseau, la communication soit difficile, soit lente, soit cette communication-là n'existe pas. C'est vrai qu'au niveau du ministère des Postes et Télécommunications, la directrice, le ministre nous annonçait déjà hier qu'il y a une série de vidéoconférences qui sera donc organisée ce matin pour permettre aux jeunes de présenter leurs projets pour pouvoir les accompagner. Mais toujours est-il, le problème posé par Nietzsche est fondamental. Vous allez dans les villages aujourd'hui, il n'y a pas de connexion Internet. Et bien même, avec toutes ces batailles, vous avez fibre optique, il faut ouvrir le marché, avec les batailles entre les opérateurs économiques, avec tout ce qui se passe, c'est difficile de mettre sur pied cette économie numérique. On a un problème d'infrastructure, les discours, ça fait pratiquement 33 années, mais sur le terrain, il y a des ministres qui sont chargés de l'application et de l'applicabilité de ces décisions-là sur le terrain, mais qu'est-ce qui est fait? On a parlé du shadow cabinet, c'est pareil pour les ministères, pour les ministres du gouvernement. Il y a des ministères qu'on ne connaît pratiquement pas, on ne sait pas ce que ces ministres font sur le terrain, personne n'en parle, mais ils gagnent énormément d'argent. Chaque jour, on sort des discours, mais sur le terrain, on ne voit rien du tout. Donc, c'est à l'image du Cameroun et on fait avec, comme on dit, on serre la ceinture et puis on avance, même si le ciel s'éclaircit. Alors, on va poursuivre avec cette matière d'information avec ce fait historique qui est ce 14 février 1998, l'île Piétou, avec cette catastrophe de Sam et Foulane à Yaoundé. Vous revenez sur ce fait historique parce que il y a quelques heures seulement, l'on commémorait ce triste jour. C'était hier. Il faut dire que pendant que les uns célébraient l'amour, d'autres se rappelaient de cette catastrophe au niveau de Yaoundé et qui a suscité pour une première fois la descente même sur les lieux du président de la République. On a été à plus de 200 morts suite à ce déraillement là au niveau de la SCDP. Il faut dire que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a rencontré quelques personnes, quelques victimes de cette catastrophe de Sam. Certains
ont finalement eu le cancer de la peau. Il faut finalement amputer les jambes, des images insoutenables. Et malheureusement, ces personnes-là ne sont pas encadrées aujourd'hui, manquent suffisamment de moyens pour suivre les soins. Il y a beaucoup de familles qui ont été endeuillées après cette catastrophe-là, même si les dispositions ont été prises au niveau de la SCDP pour sécuriser les lieux et sécuriser même toutes ces zones considérées comme dangereuses au Cameroun. Mais toujours est-il que c'est un triste souvenir, même si ça n'a pas beaucoup changé dans, comment on dit ça, dans la zone pétrolière avec tout ce que vous pouvez imaginer comme fraude, parce qu'il y a des personnes qui gardent encore du carburant, du pétrole dans leur domicile sans être inquiétées. Il y a encore de trafic pétrolier. Et aujourd'hui, on peut juste avoir un coin de souris parce qu'il y a des personnes au sortir de cette catastrophe-là qui ont été recasées, même si certains ont opté de revendre le terrain donné par l'État pour pouvoir aller trouver mieux ailleurs. Serge Bondier, rappel historique, ce 14 février, date triste pour le Cameroun. Date triste pour le Cameroun, d'autres événements sont survenus dans ce pays, on n'en a pas beaucoup parlé. Ou alors, ce qu'on voudrait remettre à travers cette commémoration, c'est de voir que depuis que cet événement s'est déroulé, on n'a pas encore véritablement eu le bouclage des enquêtes qui ont été organisées à cette époque. On ne sait pas réellement ce qui a été à la base de cet incident malheureux qui a endeuillé des familles. C'est quand même 100 000 litres de carburant qui étaient renversés comme ça, donc 2 citernes de 50 mètres cubes chacune. Donc les populations camerounaises ont bel et bien souffert durant cette période. Mais ce qui est aussi également important, c'est de souligner les mesures sécuritaires qui sont désormais prises par les pouvoirs publics du Cameroun, notamment dans la zone de Sam. Et puis l'aménagement même de ces dépôts pétroliers a fait l'objet d'une sortie véritable, d'une enquête et même de beaucoup d'argent dépensé par les pouvoirs publics pour la sécurisation même de ces différents sites. Et d'ailleurs, dans la région du littoral à Douala, on a essayé de prévenir de telles catastrophes avec tout le commerce et qu'il y a tout autour de ces différents sites-là, ici au Carrefour Agip, toute une vaste zone, tout un domaine a été déguerpi. Et dans ce site-là même se déroulait un commerce, je dirais même des plus dangereux, parce qu'en manipulant du carburant comme ça, sans tenir compte de ce que beaucoup de ces personnes ne maîtrisent aucune mesure de sécurité mise en place par les pouvoirs publics pour lutter efficacement ou alors effectivement contre ces différentes catastrophes qui pourraient survenir. Vous avez des consommateurs de tabac, entre autres, qui juste même s'effluent de carburant. Mais je pense qu'on a pensé de l'autre côté de la SCDP qu'il fallait davantage appuyer sur l'accélérateur sécuritaire. On a déguerpi toutes ces populations. On a freiné ce commerce illicite dont du carburant tiré de manière, je veux dire, de manière non conditionnée. Et donc, au niveau de la Sonara, donc, où beaucoup vont être ravitaillés avec des camions qui se dispersent même entre le site de la SCDP, le dépôt de carburant, et bien entendu au départ de la Sonara. Ça a aussi également aidé ces marketeurs qui font dans ce secteur-là désormais de voir un peu plus clair, parce qu'on a de plus en plus, donc ces poches de distraction de carburant sont de plus en plus fermées par les pouvoirs publics. Avec chaque fois qu'on a remarqué qu'il y a un dépôt qui ne soit pas dans les normes ouvert quelque part, tout de suite il y a un coup avec les responsables du ministère de l'eau et de l'énergie qui descendent pour voir comment est-ce qu'assainir ce secteur. Donc ce qu'on a tout de suite souligné, c'est de nous dire donc depuis toutes ces années où se trouve l'enquête et quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu cette explosion. Le président de la République a donc ouvert cette enquête avec les pouvoirs, avec ceux qui sont en charge donc de la gestion de ce type d'événements. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu les résultats concrets pour que les Camerounais sachent ce qui s'était réellement passé. Est-ce que c'était un incendie criminel? Est-ce que c'était de manière juste parce qu'il y avait eu une sorte de négligence dans la surveillance même de ces dépôts pétroliers que cet incident avait eu lieu, qui en est quand même, on parle de 200. Mais moi j'ai un problème, c'est juste parce qu'aujourd'hui les victimes de cette catastrophe-là sont abandonnées dans les hôpitaux. Donc vous avez un malade qui devrait en principe être suivi jusqu'à la fin du traitement, mais qui est là, il n'a même pas de l'argent pour amputer sa jambe. Il souffre doublement, c'est-à-dire se souvenir de cette catastrophe-là et penser encore à votre douleur, c'est une double peine. Donc, bon, en tout cas, nous sommes tous des humains et parfois c'est avec beaucoup de peine qu'on vit ce que vous racontez en ce moment. C'est la matière d'information qui se poursuit sur le canal de Info avec cette fois-ci le second tour de la présidentielle de la République centrafricaine avec Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, les deux qui ont traversé le premier tour de cette présidentielle le 30 décembre 2015.
qui vont être départagés par les Centrafricains. Alors Serge Bondje, il est certes vrai que des voix annoncent déjà Anissé Georges Dologuélé comme étant celui-là qui sortira majoritaire des urnes, mais c'est une élection peu courue. On n'a pas ressenti le même engouement que lors du premier tour le 30 décembre 2015. C'est bien dommage, et peut-être la preuve que l'un des deux candidats forcément est déjà président de la République. Les Centrafricains ont forcément compris que le tout n'est pas d'élire un homme à la tête de cet État, mais de voir quelles sont les conditions qui permettraient à ce qu'il y ait une meilleure vie et que la guerre s'arrête et que la paix s'installe entre musulmans et chrétiens donc de la République centrafricaine. D'ailleurs, le faible taux de participation à l'élection donc de ce second tour hier indique clairement que les Centrafricains veulent voir le changement qu'il soit ainsi perceptible. Maintenant, on a mis beaucoup d'accent sur la participation d'Anissé Georges Dologuélé et qui a quand même réussi à travers son programme politique, l'offre qu'il apporte pour l'évolution en République centrafricaine, qui a été très bien accueilli par les Centrafricains de l'étranger. D'ailleurs, on voit ceux qui ont participé à ce scrutin hier dans notre pays, le Cameroun, notamment au niveau du consulat de la République de Guinée équatoriale. Beaucoup restent sereins et dire que là, on a quand même un homme qui viendra apporter quelque chose de manière particulière à la vie de la République centrafricaine. De l'autre côté, on a Touadéra quand même qui est resté un leader charismatique, même si beaucoup ne lui prêtent pas cette aura sur le plan international. Qui réussit à mobiliser beaucoup de Centrafricains donc face à l'internationaliste en matière donc d'investissement personnel sur les organismes internationaux. On parle notamment de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale où il aura pendant plusieurs années apporté son onction dans le cadre bien entendu de la construction des infrastructures routières et même des projets de développement à financer pour l'Afrique. Et donc c'est dire que ces deux hommes quand même qui veulent bien respecter les contenus qui accompagneront la vie politique en République centrafricaine. Maintenant, forcément, on aura le vainqueur dans les jours qui suivent. La Cour va donc se déclarer là-dessus en indiquant dans ses plus profonds retranchements qu'effectivement le président de la République était vu par l'ensemble donc des constituants de la République centrafricaine, notamment la présidente de transition, lors de son discours a été un peu plus incisive sur le pays et qu'elle va désormais laisser et que celles des personnes qui seront donc en charge de la gestion de ce pays devaient mettre au devant de la scène la République centrafricaine dans sa nouvelle vision, dans son nouvel accompagnement également, dans le respect des institutions internationales et que l'on fasse valoir le principe démocratique. Alors, l'île Piedjou, la présidentielle centrafricaine, va être rangée dans l'histoire. Hein. Il y avait 30 candidats le 30 décembre 2015. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Et parmi ces deux, les Centrafricains vont véritablement choisir entre Anissé Georges Dologuélé et Faustin Akache Touadéra, qui sont tous deux les anciens premiers ministres de François Bozizé. Ils ont pratiquement 58 ans, les deux. Alors, des points de similitude, mais l'un sera présent et l'autre va certainement attendre une prochaine élection. Vous savez que dans ce genre de situation, il y a un seul président. Mais ce qui m'a marqué, c'est tout simplement que ces élections se sont déroulées dans le calme. On n'a véritablement pas entendu des voix s'élever, même s'il y a quelques dysfonctionnements notés dans certains bureaux de vote. Mais toujours est-il, pour changer son pays, il faut véritablement aller aux urnes et choisir celui qui a le meilleur projet pour le développement d'un pays. Et je pense que ces deux candidats, que ce soit l'un ou l'autre, qui remporte cette élection a pour lourde mission de ramener la paix et la sécurité en République centrafricaine, un pays qui est passé par beaucoup de choses aujourd'hui, des crises. Donc vous imaginez que le seul souhait des Centrafricains, c'est de pouvoir voir les enfants aller à l'école, avoir une meilleure santé, une bonne éducation, avoir un pays démocratique surtout, et un pays qui pourra non plus être classé comme un pays rouge, mais un pays qui est véritablement en voie de développement avec un dirigeant qui comprend véritablement les problèmes de sa population. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la République centrafricaine aujourd'hui et on espère qu'il n'y aura pas de contestation au soir pour l'annonce du vainqueur de cette élection. On le souhaite vivement. Voilà. Merci. Nous allons poursuivre avec cette matière d'information avec également cette situation qui prévaut à Haïti. Le président provisoire a été enfin désigné, l'ancien président du Sénat, Joslerme Privert, qui remplace donc Michel Martelly, le président qui est arrivé en fin de mandat le 7 février dernier.
Mais comme il n'y avait pas une élection présidentielle qui s'est déroulée dans les règles de l'art, il n'y avait personne à qui devait passer le témoin, et il a fallu que les deux chambres du Parlement s'assiedent pour choisir donc celui-là qui pourra présider au destin du pays pendant 120 jours, juste le temps de pouvoir organiser des élections présidentielles justes et équitables, Serge Bondier. L'instant même du départ du pouvoir du président sortant Michel Martelly a été très fort et très symbolique. Quand Michel Martelly, président sortant, on va le dire ainsi, de Haïti, monte ainsi sur le perron lors de la cérémonie de passation dont il remettait le pouvoir, il enlève carrément donc l'insigne, donc lui donnant tous ses pouvoirs du côté de Haïti. Il remet donc son écharpe à qui? À son épouse. C'est très symbolique. Et c'est son épouse maintenant qui remet cette écharpe donc à l'organe constitutionnel chargé donc de trouver le prochain homme fort qui va conduire le pays durant les 120 prochains jours. Maintenant, la vie politique va forcément reprendre autrement. On aura des candidats de l'opposition qui vont se repositionner pour ce siège unique à la tête de l'État Haïti. Et tout à côté, la vie politique de l'ancien président sortant, est-ce qu'elle va être simple? Est-ce qu'il y aura des récriminations qui seront lancées ainsi à ton endroit? On a l'occasion pour l'opposition haïtienne de travailler davantage, d'autant plus que le président sortant Michel Martelly était entre guillemets accusé de gabégie et même également de despotisme entre autres, parce que sa famille, la famille présidentielle, se faisait ainsi valoir et avait des intérêts particuliers dans presque tout dans le pays, sans compter la vie de manière ostentatoire qui était menée par les membres de sa famille. Donc les populations haïtiennes n'ont pas supporté cela. Pour elles, il n'est pas question que le président Martelly, après ces quelques années passées au pouvoir, parte ainsi sans qu'il ait de poursuites judiciaires à son endroit. Maintenant, ce sera donc aux institutions qui sont affrétées pour la cause de voir s'il sera poursuivi ou alors est-ce que sa famille qui dispose des biens particuliers ainsi puisés dans les caisses de l'État devra remettre, alors rembourser, ou alors qui sont ceux qui répondront véritablement de ces chefs d'accusation qui inculpent bon nombre de membres de sa famille. Maintenant, vous savez, on l'a souvent rappelé ici lors de ce tremblement de terre qui a secoué Haïti, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées également. La communauté internationale et même des pays de manière particulière ont appuyé l'avancée dans ce pays-là pour que les populations ressentent un peu cet accompagnement sur le plan international. Mais beaucoup disent que fondamentalement rien n'a été investi. On a simplement pu réhabiliter les anciens bâtiments et autres bâtisses et qui pourraient servir et abriter les services publics. Mais sur le plan social, la jeunesse haïtienne, elle aussi, n'a pas vécu ces moments forts, c'est-à-dire l'argent retombé à travers l'investissement, la création des emplois sous le règne du président Michel Martelly. On voudrait avoir des comptes et surtout savoir ce qui s'est réellement passé pour ces finances qui ont été ainsi déployées par les amis et les pays qui accompagnent Haïti. Et je voudrais préciser pour cette présidentielle qui avait eu lieu le 25 octobre 2015 que deux candidats étaient arrivés au premier tour. Il s'agissait bien évidemment de Juvenel Moïse, arrivé en tête avec 32,76% de voix contre 25,29% pour Jude Célestin. Jude Célestin qui avait d'ailleurs estimé que ces élections étaient truffées et d'irrégularité, avait demandé donc au pouvoir en place de mettre sur pied une commission électorale indépendante pour compter les voix, ce qui avait été fait. Et nous espérons bien évidemment que cette fois-ci, les élections vont se tenir dans des conditions idoines pour qu'il n'y ait plus de contestation. Le président de la transition ayant juste 120 jours pour y arriver. Voilà, on va poursuivre avec cette matière de l'information, Serge Bondier, avec cette fois-ci le Mexique. Le Mexique avec le pape qui a été accueilli triomphalement de ce côté-là, mais qui a remonté les bretelles aux évêques qui ne font pas assez pour mettre un terme à ce commerce illicite de la drogue. Le commerce illicite de la drogue, vous en parlez bien, les narcotrafiquants sont très nombreux dans cette partie, notamment les quartiers les plus pauvres du Mexique. Le pape demande donc aux évêques de lutter contre le narcotrafic.
question de passer non seulement le message de sensibilisation, mais de demander à ces personnes derrière ce commerce illicite-là de pouvoir bel et bien l'abandonner. C'est un peu difficile dans un pays presque divisé par des batailles et par des guerres, parce qu'on sait que les plus grands trafiquants de stupéfiants et même voire de drogue dans le monde se trouvent dans cette partie du pays. Mais il faut saluer ici au passage le courage du pape, donc le pape François, qui a choisi d'aller dans ces zones même les plus reculées en travers cela et drainant avec lui bon nombre de personnes, notamment les chrétiens de cette même zone-là, aller dans un esprit de réconciliation, mais de ramener aussi les populations mexicaines de cette zone, même des pays les plus pauvres, en leur disant clairement qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'il faut qu'ils aient davantage la foi chrétienne. Il s'est rapproché même des institutions et même des quartiers les plus pauvres de ce pays, mais il a rappelé également à l'État, aux hommes, au gouvernement mexicain, notamment au président de la République, et qu'il n'est pas question de rester de manière claire avec une partie du pays, qu'on ait la paix et la stabilité et un peu d'argent, ou alors nourrir les populations dans une certaine zone, et que l'autre partie du pays, la plus pauvre, soit lésée. Et donc le gouvernement s'engage à tous les niveaux à pouvoir trouver de quoi nourrir l'ensemble du pays, l'ensemble du monde, mais en demandant, dans le cadre d'une mission claire et précise, que les évêques aillent vers des zones de conflit. C'est de ça qu'il est question, et qu'ils passent le message de la chrétienté, question de lutter efficacement contre ces batailles à travers la Bible. Il leur a proposé cette Bible pour qu'ils déposent les armes et qu'ils arrêtent ce trafic de stupéfiants qui est condamné par la loi sur le plan international. D'ailleurs, en passant, on dit que l'un des plus grands trafiquants de drogue a été rattrapé tout récemment par la justice internationale. Voilà. Merci Serge Bondjet. Alors dans quelques instants, on va recevoir Alex Lembe. Bonjour Alex. Bien bonjour Louis Roger. Alors je voudrais parler avec vous ce matin des coupes africaines. Peut-on avoir un petit bilan de la situation des équipes camerounaises? Ah ben oui, très rapidement, on va simplement dire que 3 rencontres se sont jouées. Ce sont des équipes camerounaises. Parmi ces équipes qui ont donc défendu le vert ou jaune, on va simplement dire qu'il y avait l'Union, Sportif de Douala, UMS de Loum et New Star. Donc ça fait une victoire, un match nul, une défaite. Je ne sais pas s'il faut parler de la moyenne, ou il faut dire que les équipes, s'il fallait noter par 10 ou par 20, je ne sais pas quelle moyenne il faudrait donner. Donc rappelons simplement que l'Union Sportive de Douala, qui était du côté de Monrovia donc s'est défait de son adversaire Nimba sur le score sans appel de 3 buts à 1. Donc ça fait que c'est un bon départ pour les Nassara Boys qui ont pris une avance considérable. Dans 2 semaines, certainement ils vont confirmer cette avance pour la suite de la compétition. L'UMS de Loum à domicile s'est imposé un match nul vierge, c'est-à-dire 0 but partout face à Deportivo de Mongomo, ce club qui nous vient de la Guinée équatoriale voisine. Et on va simplement dire que c'est un peu compliqué pour pour UMS de Loum qui dans 2 semaines va évoluer du côté de la Guinée équatoriale, surtout lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, comment se comporte le public équato-guinéen. On va simplement dire que ce n'est pas très évident pour UMS de Loum. Oui, l'Union Sportive de Mouvement. L'UMS aussi l'Union, mais on n'a pas l'habitude de parler de l'Union de ce côté-là. Mais l'UMS, donc, on va simplement dire que c'est pas très bien parti pour l'UMS dans 2 semaines avec cette situation de match nul vierge. Et il faut rappeler que c'est la première fois donc l'UMS de Loum est en compétition africaine. C'est la Coupe de la Confédération. Toujours dans le cadre de la Coupe de la Confédération, il y avait également New Star qui malheureusement est allé plier les Chines du côté de N'Djamena au Tchad face à Renaissance locale. Donc 0 but contre 1 sur le score qui sanctionne dans cette rencontre entre New Star et Renaissance. Donc dans 2 semaines, il faudra tout d'abord, n'est-ce pas, annuler ce but, puis en marquer davantage pour espérer obtenir le ticket qualificatif pour la suite de la compétition. Donc en résumé, 3 matchs joués par des Camerounais, une victoire, un match nul et une défaite. Voilà donc résumé la situation des équipes camerounaises. Alors toujours de football à présent, et on a joué la 3e journée de la Première Ligue. Ah oui, une 3e journée qui n'a pas été prolifique en buts, il faut le dire. 8 buts seulement ont été marqués pour 6 rencontres. Ce n'est pas très évident. On considère que les joueurs ne se sont pas encore réveillés. C'est la 3e journée, c'est vrai, mais on parle de 8 buts pour 6 rencontres. Là,
Les défenseurs, ou j'allais dire les attaquants, ne sont pas encore ce qu'on attend. En tout cas, les résultats donnent ceci. Jean Sport Academy qui s'est fait battre par Dragon qui sort de 2 défaites, première et deuxième journée, qui a obtenu donc ses premiers 3 points face à celui qui est co-leader ou qui était jusqu'à hier co-leader, n'est-ce pas, de ces championnats. Pour l'instant, à l'issue de la 3e journée, Jean Sport Academy, donc 0 but contre 1, c'est le score qui sanctionne cette rencontre. Unisport s'est vu imposer un match nul vierge par Edding, l'un des Bleus, n'est-ce pas, qui, depuis la première journée, est en train de faire des très bonnes choses, tout en espérant que cela va continuer jusqu'à la fin de la compétition, parce qu'il y a plusieurs journées qui vont se jouer. Bambutos a pétri les Astres de Douala sur le score sans appeler 3 buts à 1. C'est une bonne avance pour Bambutos d'Mboda. Et puis Cosmos a pris une courte victoire. Ça reste une victoire puisque c'est égal à 3 points toujours sur Lyon blessé de Foutoni, 1 but à 0. 3 précieux points pour Cosmos qui en voulait et qui sort de 2 défaites, il faut le préciser, lors des premières et deuxièmes journées. Le Canon Sportif de Yaoundé a imposé un match nul à APGS d'1 but partout. C'est bien pour les Mekordongonda qui s'habituent comme ça. Un point au Marquoir. Et puis Botafogo et Aigle sont séparés sur le score de 0 but partout. Donc, 6 rencontres sont jouées, vous comprenez pourquoi les 3 autres rencontres ne seront pas jouées. C'est pour des raisons évoquées un peu plus haut, notamment les coupes africaines. Donc, il y a UMS Union et New Star qui joueront leur match la 3e journée, certainement mercredi prochain. Parlons à présent du banc de toutes les lions indomptables du Cameroun avec ce nouvel entraîneur qui est annoncé. Ah oui, cet entraîneur qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, seulement après 48 heures après sa nomination. Donc lui, c'est Hugo Bros qui est de nationalité belge. Hugo Bros, là, nous ne l'avons pas commenté aujourd'hui. Je crois qu'on va garder les commentaires pour demain. Aujourd'hui, on va donner la possibilité à l'ambassadeur vétéran Albert Roger Mila de pouvoir donner son avis au sujet de ce nouvel entraîneur. Albert Roger Mila, on va l'écouter. Mais écoutez, moi je dis et je le dirai toujours, je suis l'avocat des entraîneurs camerounais. Bon, mais il faut que ces entraîneurs camerounais, lorsqu'on leur donne du travail, il faut qu'ils soient sérieux dans ce travail pour que nous continuions à les supporter. Bon, le choix est maintenant, le choix a été basé sur un expatrié. Écoutez, nous allons l'accepter et on va voir le travail qu'il va faire. Nous voulons qu'il vienne ici pour faire le bon travail, surtout qu'il reste ici au Cameroun pour faire de la formation aussi, non seulement la formation des jeunes, mais la formation aussi de nos entraîneurs, s'il a cette capacité de... Alors, sans commentaire, lui Roger, je crois que demain on va réserver quelques minutes pour parler de ce nouvel entraîneur des Lions indomptables, surtout que, enfin, pas de commentaire. Pas de commentaire. Alors terminons, Alex, avec un mot de volleyball. Oui, un mot de volleyball, justement, un mot pour simplement dire que les Lions vont monter au filet cet après-midi. C'est à la faveur des demi-finales du tournoi pré-olympique qui se joue depuis la semaine dernière, depuis précisément jeudi, du côté de la capitale politique camerounaise. En tout cas, demain, on reviendra avec tous les résultats, un bilan à mi-parcours de ce tournoi pré-olympique qui se déroule du côté de la capitale politique camerounaise. Bravo aux Lions et puis bonne chance à nos Lions pour ce soir. Merci Alex Tembe. C'est tout? C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Tout de suite, c'est la revue de presse cybernétique avec Catherine de Vaucouri. Bonjour. Bonjour le Roger et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Catherine Vaucouri, une fois de plus, bonjour. Bonjour les Roger et bonjour à tous nos téléspectateurs, je le redis. Voilà. Alors on démarre tout de suite notre revue de presse cybernétique avec Gabon Review. Gabon Review parle de la présidentielle de 2016 au Gabon, une convention autour de Jean Ping. Plusieurs partis de l'opposition et ONG ont procédé le week-end écoulé à la signature de la Convention citoyenne pour l'alternance et le changement visant à soutenir la candidature de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine à la présidence de la République. Après avoir affirmé qu'il avait été intronisé candidat du Front de l'opposition pour l'alternance en vue de la prochaine élection présidentielle, Jean Ping vient de porter sur les fronts baptismaux la Convention citoyenne pour l'alternance et le changement, comme l'ont assuré les différents intervenants au cours de la cérémonie du 13 juillet. Au collège Tchoréré à Libreville, cette plateforme rassemble des partis politiques, organisations de la société civile et associations citoyennes. Ses composants n'ont foi qu'en un seul et unique leader qui est alors Jean Ping. Et on continue avec le site lefaso.net du Burkina Faso qui parle de la francophonie et de Michel Kafando qui va conduire une mission
au Niger. À l'invitation des autorités centrafricaines, nigériennes, comoriennes et béninoises, la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, va dépêcher des missions d'information et de contact à l'occasion des élections qui seront organisées dans ces pays respectivement les 14 février, 21 février et 6 mars. Ces missions s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement par l'Organisation internationale de la francophonie du processus de renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans l'espace francophone. Et on poursuit toujours en parlant d'élections, mais cette fois-ci en Centrafrique avec le site Centrafrique Libre qui nous parle de Touadéra, largement en tête selon les premières tendances LAN, pas toujours au point. Les Centrafricains étaient appelés le 14 février, c'est-à-dire hier, jour de Saint-Valentin, à élire leur nouveau président. Anissé Georges Dologuélé, considéré comme le candidat des capitalistes, croisait le fer avec Faustin Archange Touadéra, jugé très proche du peuple centrafricain. Selon les tendances provisoires en possession du site internet, Faustin Archange Touadéra sera élu président avec plus de 65% des voix. Faustin Archange Touadéra est en effet arrivé en tête dans la circonscription de Bangui et de ses 8 arrondissements. Et on poursuit avec le site internet La Nouvelle Tribune du Bénin qui nous parle plutôt de la Libye et d'un gouvernement d'union nationale formé à Skirat. Un gouvernement d'union nationale a été formé, a annoncé dimanche soir le président du conseil présidentiel et président du gouvernement d'union nationale libyen, M. Fayez Al-Sarraj. Dans une déclaration à l'AMP, M. Al-Sarraj a tenu à remercier le Royaume du Maroc, roi, gouvernement et peuple pour avoir abrité les rounds du dialogue politique interlibyen lors des derniers mois et les négociations précédant la formation du gouvernement libyen. Et pour terminer, on s'arrête sur le site Le Journal de Bangui qui nous parle du général Bala Keïta qui prend le relais du général de division Martin Chomu Toumenta à la tête de la mission de l'ONU en Centrafrique. C'est un document des Nations Unies qui a donc permis de prendre acte de cette information. Le dit document souligne que Ban Ki-moon, profondément attristé par la mort prématurée du général de division Chomu Toumenta, exprime à nouveau sa gratitude pour la contribution de ce dernier au travail des Nations Unies. Merci avec Catherine de Bokouré pour cet abondage de pages consacrées à la revue de presse cybernétique avec certainement un sujet sur lequel vous voulez bien vous attarder. Peut-être parler du Gabon et de Jean Ping qui apparaît comme l'homme fort actuellement de l'opposition avec le travail qu'il a eu à battre à l'Union africaine. On se dit que beaucoup de Gabonais vont trouver en lui un leader charismatique qui pourra être à la tête de ce pays où on voit déjà rapidement venir l'alternance. On parle de plusieurs partis de l'opposition qui sont rangés derrière l'homme qui est Jean Ping, mais seulement déjà dans l'opposition il y a quelques distensions vu qu'on a noté pendant ce grand meeting l'absence même de certaines pontes de l'opposition gabonaise. Alors on espère que ça ne va pas causer quelques soucis de ce côté-là. Et on peut aussi parler de la Centrafrique avec Touadéra qui est censé avoir pris une certaine avance sur son adversaire. D'après beaucoup de personnes en Centrafrique, il serait un peu plus proche que Dologuélé de la population, ce qui aurait joué en sa faveur pour ces élections qui ont eu lieu hier. Merci avec Catherine Bokouré pour ce petit commentaire sur cette actualité. Il faut également le signaler que même au premier tour, Faustin Archange Touadéra était en tête. C'est lorsqu'on a raconté les voix qu'il est passé en seconde position et Anissé Georges Dologuélé en première position. Voilà, monsieur, c'est donc terminé pour cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal 2 Info. On se retrouve dans quelques minutes pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent.